Allô. Ok, bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce mercredi 24 juillet 2013. Je vais vous demander si c'est ok au niveau du son et de l'image et on va commencer tout de suite notre émission quotidienne de trading sur performance. Alors, je vais vous demander sur le chat écrit, ok, son et image. Je vais me connecter également au Mumble. Je vous rappelle qu'il y a plusieurs manières de participer à l'émission, soit par écrit, via le chat écrit en bleu en dessous du cas de diffusion de l'émission sur videobourse.fr, soit par audio, via le chat audio Mumble. Il s'agit d'une émission de trading quotidienne avec un compte témoin qui est actuellement un compte démo de 10 000 € ouvert chez le broker Active Trade. Notre but étant de surperformer le CAC 40 à terme, ce qui n'est pas fait pour le moment malgré qu'on soit positif. Pour moi le CAC 40 fait mieux que nous, mais on a commencé le 24 juin et depuis cette date ça a bien monté du côté du CAC, donc il n'y a pas de honte et on fait notre boulot sérieusement et tout se passe bien. Salut sur Mumble, ça va? Bon bah tout m'a l'air parfait. Salut. Okay. Ça va? Alors actuellement on a 3 positions en cours. Donc voilà. On perd actuellement 142 €, donc ça n'a pas été une bonne journée aujourd'hui pour nos positions. Donc on va voir ce qui s'est passé. Ici le dollar yen, on a une bougie de hausse, donc on est revenu quasiment au même niveau que la partie haute sur laquelle on était précédemment. On a le CAC 40 qui a monté ce jour, qui est bien monté, donc on est proche des précédents plus hauts. Il nous reste un tiers de la position, donc on peut la sortir si ça continue à monter. Et enfin le dollar face à la livre turque. Dans un premier temps on a cassé le support oblique haussier, on a eu une belle accélération baissière et là les acheteurs sont bien revenus, donc on reteste l'ancien support qui pourrait jouer un rôle de résistance, donc pour un éventuel pullback on surveillera et on verra ce que ça donne. Ben voilà, pas grand chose de plus à signaler, journée plutôt mauvaise pour nos positions. Actuellement on a une équité qui s'élève à 10 208 €, avec un compte qu'on a ouvert il y a un mois avec 10 000 €, donc on a un profit de 2,08% sur ce premier mois de trading, 3,5% au niveau des positions clôturées, et donc en enlevant la perte en cours, voilà ce que ça donne. Sur ce, on va commencer par lire ce qui se dit à droite à gauche, dans les salles de marché notamment. Sur le chat écrit, il y avait Overload qui disait que c'était ok, Nico qui était là, salut Nico, Phil Harmony qui disait j'ai une autre question, on parle des brokers et courtiers, c'est la même chose? Oui. Un broker ou un courtier, c'est la même chose, Phil. Après, souvent, le courtier, c'est plus connoté... voilà, courtier en ligne, on va plutôt penser à ceux qui nous permettent d'investir sur les actions concrètes. Cortal Consors, Bourse Direct, Dubus. Alors qu'un broker, on va plutôt penser à des sociétés qui vont proposer des produits dérivés. Donc, Oanda, Active Trades, FX Pro, FXCM, etc. Alors... je vous rappelle que demain soir à 18h, 18h à 19h, on recevra Vincent Gann, nouvel analyste chez FXM, qui nous présentera son parcours professionnel sur les marchés financiers, sa manière de travailler, ses outils, et qui analysera plusieurs produits de son choix. Donc ça sera demain. Alors, on commence par le point à la Bourse de Paris. Bourse de Paris qui récupère 1,01%, dynamisé par de bons indicateurs, on écoute ça. La Bourse de Paris a terminé mercredi en franche hausse, plus 1,01%, dynamisée par la publication d'indicateurs très encourageants en zone euro, qui laissent entrevoir une sortie de la récession. L'indice CAC 40 a pris 39,66 points à 3 962,75 points dans un volume d'échange de 2,74 milliards d'euros. La veille, il avait reculé de 0,43%. Dans le vert depuis l'ouverture, le marché parisien a accéléré la cadence après une publication d'indice PMI d'activité meilleur que prévu en Europe, avant de décélérer un peu face aux hésitations de Wall Street. La bourse de New York était en effet partagée entre résultats contrastés et un bon indicateur immobilier, relançant les spéculations sur le ralentissement du soutien de la Banque centrale américaine. La hausse à la Bourse de Paris était particulièrement nette toute la matinée, alimentée par les PMI
en Europe qui sont une bonne surprise. Même s'ils doivent être confirmés, a souligné Waldemar Bruntermin, gérant à Turgot Asset Management. L'activité privée dans la zone euro s'est en effet redressée en juillet et a atteint son plus haut niveau en 18 mois, laissant entrevoir une sortie de récession selon le cabinet Markit qui a publié mercredi l'indice PMI. C'est la 4e hausse mensuelle consécutive de l'indice et cela signifie que l'activité privée a cessé de se contracter, puisqu'elle progresse quand l'indice dépasse 50 points et se contracte en deçà de ce seuil. L'activité du secteur privé en France a également connu en juillet son plus faible repli en 17 mois, ce qui pourrait annoncer une reprise de la croissance en deuxième semestre, selon les premiers résultats de l'indice composite PMI du même cabinet. Par contre, la Bourse de Paris n'a pas tenu compte du PMI chinois, qui a pourtant enregistré un plus bas sur 11 mois, selon l'indice PMI HSBC, a relevé M. Bruntermin. Ce qui est frappant, c'est que dans les dernières semaines, la faiblesse des économies émergentes a plutôt eu un impact négatif sur les marchés internationaux, mais mercredi, elle est restée sans effet, a-t-il ajouté. Parmi les valeurs, Danone a gagné 1,76%, ça va nous intéresser. Ok, donc après il y a pas mal de publications de résultats. On va aller voir si ça a été la même chose du côté des autres places. Francfort compte sur un rebond de l'économie. Donc la bourse de Francfort a signé mercredi une séance de hausse portée par les espoirs d'un rebond conjoncturel en Europe. Avec des échanges toujours relativement imaginaires en cette période estivale, imaginaire, maigre, en cette période estivale, l'indice vedette DAX a fini en progression de 0,78% à 8379,11 points. L'indice des valeurs moyennes MDAX a fait un peu moins bien en grappillant 0,48% à 14 191,07 points. Dans une séance entièrement passée dans le vert, le marché francfortois a d'abord trouvé de l'élan dans la publication de l'indice PMI de l'activité privée en zone euro. Celle-ci a cessé de se contracter en juillet et cela laisse enfin envisager dans la zone de la monnaie unique une sortie de récession au troisième trimestre. Analyse Chris Williamson, chef économiste chez Markit, le cabinet qui publie l'indice. La production manufacturière et dans les services en Allemagne a notamment connu un rythme de croissance soutenu, alimentant l'idée d'une nette relance de la première économie européenne au cours de la deuxième moitié de l'année. Les deux indices ont atteint leur niveau le plus élevé depuis février, a mis en avant Christian Schulz, économiste de la banque Berenberg. Le baromètre IFO de la confiance des entrepreneurs allemands pour juillet, qui sera publié jeudi, est attendu quasi stable. Sur le DAX, la banque Commerzbank, plus 3,41% à 6,85 €, toujours très volatile, s'est arrogé de la première place de l'indice au coude à coude avec le fabricant allemand de matériaux de construction Heidelberg Cement, plus 3,15% à 54,99 €, porté par un relèvement de recommandations sur le titre par la banque JP Morgan avec la compagnie aérienne Lufthansa. Les résultats financiers publiés avant l'ouverture du marché ont été accueillis de façon contrastée. Daimler a gagné 1,44% à 53,42 € grâce à des résultats en deuxième trimestre en forte hausse, principalement grâce à la cession de ses parts restantes dans le groupe aéronautique européen EADS. Voilà ce qu'on pouvait lire. On va passer à autre chose. Donc, bourse Wall Street hésite face à des résultats et des indicateurs contrastés. On écoute ça. Wall Street reprenait un peu de vigueur à la mi-séance mercredi. Les investisseurs continuant de digérer une salve de résultats et d'indicateurs contrastés. Le Dow Jones cédait 0,07%, tandis que le Nasdaq gagnait 0,43%. Vers 16h GMT, 18h HEC, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average, qui avait grimpé mardi à un nouveau record historique, lâchait 11,07 points à 15 556,67 points, quand le Nasdaq à dominante technologique progressait de 15,48 points à 3 584,75 points. L'indice élargi Standard & Poor's 500 perdait 0,11%, moins 1,88 points,
à 1690,51 points. La place new-yorkaise avait débuté la séance dans le vert, vivifiée par les bons résultats de grands noms de la cote, en premier lieu Apple. La marque à la pomme a fait part mardi d'un bénéfice trimestriel en baisse, mais les ventes bien plus solides que prévu de son iPhone ont relégué au second plan le recul des profits et des performances décevantes de sa tablette iPad. Les chiffres du constructeur automobile Ford, qui est parvenu à faire grimper ses profits de 18,6%, ont aussi satisfait les investisseurs, plus 3,97% à 17,61 $. Les comptes trimestriels de Caterpillar et AT&T, deux membres du Dow Jones, étaient en revanche fraîchement accueillis par le marché. Souffrant de la conjoncture économique et de réduction des stocks chez ses revendeurs, le premier fabricant mondial d'engins de chantier a abaissé ses prévisions après un deuxième trimestre moins bon que prévu, faisant reculer son titre de 1,63% à 84,13 $. Voilà, donc après ça va moins nous intéresser. Le marché a par ailleurs eu un accès de faiblesse après l'annonce d'une hausse plus forte que prévue des ventes de maisons neuves en juin aux États-Unis. Cet indicateur de bon augure pour l'économie américaine relance les discussions sur la possibilité d'un ralentissement des mesures de la Fed, la banque centrale américaine, plus tôt que prévu, a remarqué Mass Blick-Silver de Marblehead Asset Management. Or, la politique monétaire très accommodante de l'institution a largement participé ces derniers mois à l'embellie de la place financière new-yorkaise. Le marché a aussi été temporairement entraîné à la baisse par des rumeurs sur une possible dégradation de la note de l'Allemagne, selon M. Blick-Silver. Les acteurs du marché soupèsent parallèlement des indicateurs contrastés venus de l'étranger. Voilà donc ce qu'on pouvait lire du côté de Wall Street. Alors, quelques autres news. Genève, 4 géants à l'entrée de la façon. Le pétrole recule plombé par les inquiétudes sur la Chine. Grèce, prochain versement d'une aide de 2,5 milliards d'euros. Snowden, Washington suspend ses livraisons de chasseurs, ok. Ok. Stock de brut, la nouvelle chute supérieure aux attentes, au 19 juillet. Bruxelles veut limiter les commissions sur les cartes bancaires. Voilà les quelques nouvelles importantes repérées sur romandie.com. Si on va du côté de Boursorama, pourquoi c'est silent? On va aller voir ce qui se dit du côté des nouvelles. Et on terminera donc là-dessus. Alors, la bourse de Paris a terminé mercredi en forte hausse, dynamisée par la publication d'indicateurs très encourageants en zone euro, ça on avait vu. Nouvelle hausse du chômage en juin, 14 900 sans emploi supplémentaires. Thales objectif 2013 maintenu après le bond de son bénéfice. Voilà donc ce que l'on pouvait lire. C'est mou, disait c'est gros. Ouais, c'est mou, enfin, qu'est-ce que tu veux dire par là, puisque il y a quand même eu des mouvements à ce jour. Après, je sais pas ce que tu regardes comme actif, mais il y a des actifs qui ont bien bougé quand même, et les marchés actions, notamment, ont bien monté. Alors, on va passer à l'analyse technique des marchés actions, il est 18h21. Donc le dollar yen est plutôt bien monté ici, on a des zones qui ont été pas mal travaillées, donc il n'y a plus de direction franche. Je joue toujours mon scénario de pullback, je vous invite à regarder les analyses des jours précédents. L'idée principale étant qu'on a une très grosse hausse liée à la politique monétaire de dévaluation du yen par la banque centrale japonaise, qui a été un succès, puisque le yen s'est largement dévalué très rapidement. On a même eu de l'excès. Appelant l'excès, on a une phase de correction très franche, un trou d'air ici. Les acheteurs sont bien revenus, on reteste l'ancien support, donc je pense qu'on peut avoir un pullback et qu'on peut revenir tester les précédents plus bas. Si ça se passe bien, je prendrai mon bénéfice en une fois en cas de retest des précédents plus bas qu'on a marqué au mois de juin. Et si ça se passe mal, je sortirai en 3 fois avec un dernier point de sortie qui serait au-dessus des précédents plus hauts. Sur le CAC 40, j'avais un biais baissier, mon point d'entrée initial était plus bas que ça, mais j'ai sorti 2 tiers de ma position, et si on casse les précédents plus hauts, je sortirai un dernier tiers de ma position. Le dollar face à la livre turque, eh bien on avait une bonne impulsion hier, cassure du support oblique baissier, un scénario fondamental inspiré et expliqué par Adrien Raymond qu'on avait reçu, donc analyse pour FXM qu'on avait reçu dans le cadre de notre émission.
Dans un premier temps, ça s'est bien passé. Là, on a eu un retournement avec des acheteurs qui sont revenus. On fait un retest de l'ancien support qui pourrait jouer un rôle de résistance désormais. Voir si on a un pullback. En tout cas, biais toujours baissier. Avec pour l'objectif les 1.85, la ligne tracée en bleu ici. Si ça se passe mal, je sortirai en 3 fois avec un premier point de sortie en cas de cassure des précédents plus hauts. Et divers points de sortie qui sont établis au fur et à mesure. Donc toujours la même logique. Prendre rapidement le bénéfice et en une fois si ça se passe bien. Et sortir en plusieurs fois si ça se passe mal. En suivant les impulsions. Donc c'est pour ça que souvent on aura des positions perdantes qui traîneront plus en longueur, mais pas en volume, hein, au contraire, elles sont de plus en plus faibles, alors que les gains en général seront pris de manière plus vive et seront plus conséquents. Hein, par exemple, là on a pris finalement sur ce compte pour le moment depuis le début du compte qu'un seul gain, qui est un gain sur l'or de 505 €, et on a pris 3 pertes, donc 19 € sur le CAC, 51 € sur le CAC et 82 €, donc des petites pertes, un gros gain, et toujours donc un profit sur la période. Alors sur le câble, qu'est-ce qu'on a eu? Sur le câble, on est quand même dans une zone qui est pas mal distribuée, on n'a pas cassé les précédents plus bas, on est à la fois sur une pression plutôt vendeuse, mais on ne casse pas les précédents plus bas, donc compliqué à trader. L'eurodoll, on est à l'intérieur d'un triangle, avec des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus haut. On distribue de part et d'autre du triangle. Voilà, pas grand-chose de plus à signaler. Euro-yen, on a une pression de fond acheteuse, mais on n'a pas encore cassé les précédents plus hauts. Si on casse les précédents plus hauts, pourquoi pas acheter? En tout cas, ce serait une logique intéressante et cohérente. Ce serait du suivi de tendance avec des signaux clairs, puisque techniquement, on casserait les précédents plus hauts. Moi, je ne suis pas expert de la lecture et de l'interprétation de la politique centrale de la banque japonaise. Je sais qu'il y a de l'excès, que ça peut amener de l'excès aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Je ne sais pas si le mouvement est fini ou pas, donc j'interprète les signaux. Alors là, actuellement, tant qu'on est sous les précédents plus hauts... Ah, pardon, j'ai pas vu c'est gros que tu parlais du câble. Effectivement, le câble, il se passe pas grand chose en ce moment. Pourquoi tu t'intéresses particulièrement au câble? Il n'y a pas d'autres produits qui t'intéressent davantage? Alors, si on casse les précédents plus hauts, effectivement, on repart en tendance. Donc, je suis la tendance, je trade cette dernière et je suis les impulsions. Si on est en dessous, j'attends des signaux de retournement francs pour trader à contresens. Pourquoi pas, ça ne me dérange pas. Ça permet de serrer son stop et de prendre des signaux. Alors, sur l'or, on a des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. On a des acheteurs qui sont revenus de manière assez franche, en cassant la résistance oblique baissière. On a retracé 23,6% du mouvement de baisse global précédent. Là, on a des vendeurs qui essayent de revenir. Si on a un beau signal de retournement, pourquoi pas shorter, hein, on serait dans le sens de la pression de fond. Si on short, on pourrait parier par exemple à un ralliement de l'ancienne résistance oblique baissière qui pourrait, dans un cadre de pullback, jouer un rôle de support. Non, c'est pas le scénario idéal, hein. L'idéal étant de trader des impulsions dans le sens de la tendance, ce qui n'est pas le cas actuellement, il faudrait casser les précédents plus bas, on en est loin désormais. Voilà, maintenant ceux qui ont plus de conviction baissière sur l'or, eh bien pourquoi pas vendre maintenant pour jouer un ralliement des 1066 $, ça fera un objectif sympa. Et on rentre dans le sens de la dynamique de fond. Par contre, il y a des signaux techniques qui ne vont pas forcément dans ce sens. Si on regarde ici le dollar face au franc suisse, pas d'indication, on est à l'intérieur d'un range, mais on est ni dans la partie basse, donc dans la zone de support, ni dans la partie haute, dans la zone de résistance, donc pas grand chose à faire pour le moment. USD-CAD, on est sur une dynamique de fond haussière, on arrive dans la partie basse du canal haussier, donc pourquoi pas racheter si on a des signaux de retournement, on peut encore attendre un peu, hein, c'est pas le bon timing, et puis il faudra attendre quand même un retour plus franc que ce qu'on a actuellement, je pense. Sur l'argent, à peu près le même scénario que sur l'or. Sur le dollar australien face au dollar américain, on peut shorter dès maintenant. Alors là, le truc... pourquoi pas shorter actuellement. Maintenant, j'ai déjà 3 positions, donc j'ai pas envie de faire de l'overtrading, etc. Là, ça me dérangerait pas non plus de shorter parce qu'en fait, je suis vendeur sur 2 positions d'un mini-lot sur le dollar. Là, en fait, j'achèterais, parce que j'entrerai à la vente sur AUD-USD, donc j'achèterais le dollar, donc ça rééquilibrerait. Donc quelque part, ce serait plus de la couverture, parce que le dollar, c'est quand même la devise principale, donc ça me dérangerait pas de prendre cette position supplémentaire, mais je vais pas le faire. Maintenant, signal intéressant, mais il n'est pas grandiose, voilà, on n'a pas tous les jours non plus des signaux parfaits et des signaux évidents, mais c'est quand même un signal qui est là, qui est valide et qui m'intéresse pour ma part, parce que voilà, la dynamique de fond est quand même très fortement baissière. Certes, on est sorti de cette dynamique baissière, on a cassé la résistance oblique baissière tracée en marron sur notre graphe. Pourquoi ça bug ça? Alors bon, alors voilà, on a une dynamique de fond baissière, on en est sorti à la hausse. On est dans une phase de distribution, donc on est dans une zone qui a été pas mal travaillée ces derniers temps. On n'a pas de correction, mais simplement une phase de consolidation.
C'est aussi ce que j'ai représenté par les retracements de Fibo. On voit qu'on est toujours sous 23.6, hein, donc vraiment on est à peine dans une phase de correction, même pas, hein, tant qu'on n'est pas sur 23.6, vraiment on est dans de la consolidation à plat. Là on a un beau signal de reprise en main du marché par les vendeurs avec une englobante qui englobe 3 bougies haussières précédentes. Donc les plus prudents peuvent attendre la cassure des précédents plus bas qu'on avait marqué le 12 juillet dernier à 0,9026. Donc si on casse ces derniers, on peut vraiment avoir une confirmation et trader l'impulsion et la tendance. Maintenant, une bougie de cette ampleur au sein d'une tendance de fond baissière, c'est intéressant. On peut la shorter et pourquoi pas voilà, essayer de faire quelque chose. Maintenant, on est quand même dans une zone de range pour le moment, donc les plus prudents pourront attendre la cassure. Donc un signal intéressant, pas idéal non plus, on peut être plus prudent. Après, c'est toujours une question de compromis, parce que si on est plus prudent et qu'on attend un signal plus franc avec la cassure des précédents plus bas, on rentrera aussi beaucoup plus bas que les cours actuels. Alors que si on anticipe et qu'on a un signal moins pur, en revanche, on rentrera plus haut, donc le potentiel est plus grand. Donc il n'y a pas de ni mieux ni moins bien, c'est toujours une question de compromis en trading. L'idée globale étant de mettre le probabilité dans son sens. Alors là, si on prend position à la vente maintenant, on peut sortir par exemple un premier tiers en cas de cassure des précédents plus hauts du jour, qui serait en fait, du range, donc les plus hauts qu'on avait marqués, qui sont juste au-dessus, le 26 juin, à 0,9341, donc on peut mettre le premier tiers sorti à 0,9350. On peut mettre le second tiers sorti en cas de cassure des plus hauts du 13 juin, donc à 0,9659, qui correspond également à 38% de retracement de la dynamique baissière de fond. Et puis par exemple le dernier tiers en cas de cassure de 61.8. Là il nous reste pas beaucoup, donc on peut l'éloigner un peu quand il ne reste qu'un tiers en cas de cassure des 99,85, donc au-dessus de la parité par exemple à 1.0010. Au niveau de l'objectif, soit on est peu gourmand, et ça peut être même intéressant d'ailleurs. Oui voilà, c'est pour ça que c'est quand même un bon signal, parce que même si on n'est pas très gourmand, on peut parier sur un ralliement de la partie basse du range. Donc par exemple, quand on rallie la partie basse à partir de 0,9050, on peut, si on voit qu'on a des signaux de retournement ou d'affaiblissement du mouvement de baisse en cours, sortir et prendre son bénéfice. En revanche, si on arrive fort sur cette zone et qu'on casse les précédents plus bas, on laisse courir. On va chercher des objectifs plus bas. Donc voilà, pourquoi pas shorter cet AUD-USD. On a une impulsion sympa. Je suis tenté de le shorter. Je suis tenté, mais je vais pas abuser, donc je vais pas le prendre. Mais voilà, on a quelque chose de sympa à faire ici, à mon avis, sur AUD-USD. Euro livre sterling, non, pas intéressant. Euro franc suisse, bon, toujours le même scénario. J'ai déjà expliqué, j'en ai parlé les jours précédents. Oui, acheter. Bon, là aujourd'hui pas spécifiquement. Attendre donc on ait des belles impulsions, les suivre à l'achat, uniquement à l'achat. Et tant qu'on est au-dessus des 1.20, ne prendre que des positions acheteuses et suivre les impulsions à l'achat, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Après on peut établir un scénario de moyenne à la baisse tant qu'on est au-dessus des 1.20 et sortir en cas de, si on atteint les 1.20, et réfléchir à des scénarios et à gérer son risque dans ce cas de figure. AUD GPY, un peu même scénario que l'AUD USD, mais le mouvement est beaucoup plus franc sur AUD USD, donc pourquoi pas shorter AUD USD plutôt que de shorter l'AUD Yen ici. Le Dow Jones, on avait un signal d'achat en cas de cassure des précédents plus hauts. Là on a des vendeurs qui commencent à revenir ce jour. D'ailleurs c'est marrant, on a une hausse en Europe, par contre on a une baisse aux États-Unis. C'est pas une bougie suffisante pour vendre. Si on a plusieurs bougies de ce type ces prochains jours, je pourrais passer vendeur. Si on a une très grosse bougie, je passerai vendeur à la fin de cette bougie. Donc pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on a tenté de casser les précédents plus hauts sans que ce soit suivi, donc sans qu'il y ait de relais. On est très haut, donc pour avoir des phases de correction significatives, donc j'hésiterai pas à suivre ces impulsions si elles se présentent. USD HKD, pas grand chose, on en a déjà pas mal parlé. AUD CAD, très belle impulsion baissière, on peut shorter, même peut-être davantage shorter AUD CAD que l'AUD USD. En plus l'avantage avec l'AUD CAD c'est en plus on a déjà marqué les plus bas que les précédents, on a toujours des plus hauts de plus en plus bas, et en plus de ça on est sur deux devises sur lesquelles on n'est pas en fait directement exposé, donc ça permet de prendre une position de manière totalement... je vais la prendre. Alors très long là, ma fenêtre d'ordre à se mettre en place. Voilà, donc 0.1, voilà, short sur AUD CAD. Alors, voilà, donc actuellement on perd 2,79€, j'ai pris une position de 1 mini lot. On va placer les ordres inverses, donc c'est-à-dire les points sortis en cas de perte. Alors, le spread que j'ai eu là sur... putain, c'est très lent par contre, je sais pas pourquoi c'est aussi lent. Je vais couper la webcam, ça prend beaucoup de ressources.
Alors, on avait un spread là de ouais, 3 points, même pas 3 points, 2,8 points, donc c'est tout à fait acceptable. La valeur du point, elle est de... Donc on a pris position à 0,9445. Là, donc on a 3 points actuellement, donc on est à... bon, on va dire en gros 1 euro du point, c'est un peu moins que ça, mais on va dire 1 euro du point. Donc si ça se passe bien... Alors, quels sont mes objectifs? On peut avoir un tout petit objectif qui serait le ralliement des précédents plus bas ici. En revanche, si on les casse, bon, on laisse courir jusqu'à ce que le mouvement s'essouffle, et ensuite on ira chercher des objectifs plus bas. Comme d'habitude, les objectifs, de toute façon, je les place pas, je les mets dans ma tête, j'ai le scénario de sortie, et ça se fera en une fois. Voilà, par exemple, on a un seuil ici, hein, qui est une zone de support qui avait été testée en août 2010, qui serait vers 92,12. Donc là, ça nous fera un profit, si on va chercher cette zone, de un peu plus de 200 points, donc un peu plus de 200 euros. En revanche, si ça se passe mal, eh ben, on va placer les points de sortie. Alors, si ça se passe mal, on sortira un premier tiers de la position, assez rapidement en fait, en cas de cassure des précédents plus hauts du jour, à 95, 94, donc ce qui fait une perte d'un peu plus de 100 points, donc c'est quand même pas mal déjà. Donc on va mettre à 0,96, un premier tiers de sortie. Alors, sur 0,03, alors ce sera donc ordre en attente, buy stop. Alors qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est ça que je faisais pas, c'est dommage, c'était beaucoup plus simple à gérer. Ok, alors ordre en attente, buy stop, prix 0. J'ai dit 96, voilà. Donc voilà, on a un premier point de sortie si on casse les précédents plus haut. Alors ensuite, c'est si on se met à retracer. Donc on pourra modifier les stop loss si on a des plus bas significatifs qui sont marqués. Mais pour le moment, on va se servir des plus bas qui ont été marqués il y a quelques jours. Ok. Alors, donc là on a notre premier point de sortie. Second point de sortie, on va le mettre au-dessus des plus hauts qui avaient été marqués le 13 juin dernier. Donc au-dessus des 0.9814, donc on va mettre à 0.9820, même 25, 0.9825. Voilà. Donc là on a une seconde point de sortie. Et enfin le dernier, mais il est un peu loin. Fais voir. Non, ça va en fait. On va calculer après de toute façon. Hein. Si je vois que c'est trop en termes de risque, eh bien on changera de politique et on réduira les stop loss. Là le dernier point de sortie pourrait être carrément ici. Donc au-dessus des 50%. Là on avait un seuil et un point haut qui était marqué à 1.0064. Donc on peut mettre à 1.0075. Donc ce sera le stop loss. Ok, donc on va calculer tout de suite, bon le gain on a vu que c'était un peu plus de 200 euros, donc ça fait un peu plus de 2% de profit par rapport à notre capital, et ça se passe mal. Alors, on va dire qu'on a 1 euro du point, donc mon premier point de sortie d'un tiers, il est à, AUDCAD, il est à 0.9825, sachant qu'on est rentré à... Ah ouais non, non, c'est pas ça, voilà, 0.96, donc sachant qu'on est rentré à 0.9445, donc ça fait 155 points, donc 155 divisé par 3, donc sur le premier stop loss, on prend 51 euros de perte, sur le second stop loss, qui est à donc 98,25, on prend donc 94, donc ça fait environ 375 points, donc 375 divisé par 3, égale 125, donc plus 51, donc là on est à 176, plus, enfin plus 176 je retiens, et donc le dernier c'est un stop qui est quand même à, ah bah je me suis trompé au niveau du stop, il faut que je retienne 176, ah non c'est ça oui, stop loss 2.05,
Ah oui, non, c'est pas le bon truc, je me disais, c'est bizarre. Le dernier est à 1.0075, donc ça nous fait une perte globale de 625 points. Ok, donc 625 divisé par 3 égale 208 plus 176. Ce qui nous fait un total de 384 €. Ça fait 3,8%, ça va, c'est acceptable. C'est un scénario vraiment du pire, hein. C'est un scénario qui a peu de probabilité. Hein. Il faut voir, on a pris position sur une impulsion, dans le sens de la tendance de fond. Il faut aller chercher et retracer plus de 50%, donc au cas où c'est quelque chose qui ne se passera pas vite. Et entre-temps, on aura eu l'occasion de trader d'autres impulsions, etc. Donc voilà, c'est un scénario assez intéressant. Pour moi, tout est bon dans le cadre de cette prise de position, donc on va voir ce que ça donne par la suite. Donc voilà, une prise de position supplémentaire, 18h38, donc vente AUD CAD, ça nous fait quand même 4 positions maintenant, bon une qui n'est qu'à un tiers, puisqu'on a déjà fermé les 2 tiers, 2 qui sont vendeuses de dollars, une qui est vendeuse d'AUD CAD. Bon, l'avantage c'est quand même on a des produits qui ne sont pas corrélés directement, on a quand même des produits bien divers. On a du marché action avec le CAC 40 à la vente, on vend du dollar face au yen japonais, on vend du dollar face à la livre turque, et on vend du dollar australien face au dollar canadien. Donc ça va, il n'y a pas de relation directe, donc il n'y a pas de raison particulière pour que tout aille dans le même sens. Alors pourquoi je dis ça? Parce que si on met tout dans le même sens, si ça se passe bien c'est formidable, par contre si ça se passe mal c'est catastrophique. C'est pas le but, hein. Le but c'est d'avoir une gestion cohérente et intelligente. On continue la lecture des produits qu'on a l'habitude de regarder. NZUSD, beau signal également. NZUSD, belle impulsion baissière, phase de repli et englobante baissière. Donc là on a un signal de vente qui peut être intéressant également. C'est le même type de signal qu'on a pris sur AUD-CAD. Je suis très content d'avoir pris sur AUD-CAD, donc on va pas le... Voilà. Alors le VIX avec cette légère baisse des marchés américains, on voit qu'il remonte un tout petit peu. C'est encore trop tôt pour moi pour cerner et considérer que c'est un signal de retournement. Si demain on a une bougie de ce type, pourquoi pas acheter. Si on a une très grosse bougie haussière ce jour, en fin de journée là, pourquoi pas acheter également. Pour le moment c'est trop timide, mais on guette l'amorce de rebond. Et c'est toujours plutôt acheteur, puisqu'on est quand même à un niveau bas sur le VIX. Donc voilà, c'est un peu la même chose que de vendre les marchés américains, que d'acheter ce VIX. Alors sur les marchés japonais, il ne se passe pas grand chose, donc pas grand chose à dire ici sur le Nikkei. Sur le pétrole, très belle bougie de baisse, bon c'est contre l'impulsion en cours, donc moi j'attendrai que ce mouvement de correction s'essouffle. Ceux qui ont des convictions baissières, ils peuvent shorter maintenant en se protégeant sur les prix plus haut. Moi ça va pas être mon cas, j'attendrai plutôt que le mouvement s'essouffle et que les acheteurs commencent à revenir pour acheter dans le sens de l'impulsion initiale. USD-ZAR, on a eu une phase de correction intéressante. On a les acheteurs qui commencent à revenir. C'est trop tôt, hein. Soit on achète carrément le support, alors en plus on va avoir un swap négatif. Si on vendait, hier on avait une belle impulsion, mais là j'aurais pas de signal clair, donc pas de prise de décision précise sur le dollar face au rand sud-africain. Alors si vous avez des idées, des produits à étudier, n'hésitez pas à me l'indiquer. Et autrement, on va passer à autre chose, on va aller lire ce qui se dit à droite à gauche. 18h40, je vais faire un point sur ce qui se dit sur le chat écrit. Je vous rappelle que vous pouvez suivre les résultats de ce compte à tout moment en cliquant sur le lien résultat du compte au-dessus ou en dessous du cas de diffusion de l'émission. Alors sur le chat écrit, ça on avait vu, il y avait Phil qui disait, ça on avait vu, je lirai votre réponse plus tard si vous m'en donnez une, bonne soirée à vous. Nico qui disait, moi j'ai clôturé mon call CAC 40 avec plus 20% de ma position, lien, mon compte remonte un petit peu, ok excellent, on va regarder ça Nico, merci pour le partage. Alors, Nico qui participe au concours Zone Bourse. On regarde ça. Donc effectivement, plus 25% actuellement. Donc là, c'est quoi ce que tu nous as mis? C'était un Varant que tu avais acheté, c'est ça? Mon compte peut remonter un petit peu. Ok, donc on est plus à moins 35,9%, donc effectivement tu as un peu remonté ces derniers jours. Donc il disait le chômage est reparti à la hausse en juin, effectivement on avait 14 900 créations de suppression de postes. Merci pour le partage. Phil qui disait on parle des brokers et courtiers, c'est la même chose. J'ai déjà répondu dans le live Phil. Oui, c'est la même chose. Ok, donc si vous avez des réactions, des questions, n'hésitez pas à participer et à les poser sur le chat écrit. En attendant, on va aller voir un peu ce qui se
pas, c'est ce qui se publie du côté des blogs. J'ai commencé à uploader la vidéo de l'interview de Benoît Rousseau qui a été réalisée à Tours, donc responsable du blog enlil.com, qui sera publié cette semaine, enfin ce soir ou demain, enfin plutôt demain parce que c'est vraiment très long à uploader parce qu'elle est longue l'interview, donc vous verrez ça. Les responsabilités de la Fed dans la crise des subprimes, utiliser les bandes de Bollinger Trading Vidéo. On va lire cet article réalisé donc par Benoît Rousseau. Ok, alors l'une des grandes actions de la Fed lors du mandat de Greenspan concerne l'élévation des taux directeurs américains de 2004 à 2007. Nous allons donc voir dans les conséquences de ces changements pour l'économie américaine et son rôle dans la crise des subprimes. L'arrêt de la hausse du marché immobilier américain puis la récession. Ce premier élément, l'arrêt de l'envolée des prix de l'immobilier américain, n'est pas directement imputable à la Fed. En effet, en réponse à l'explosion de la bulle interne et aux attentats du 11 septembre 2001, la Fed applique des taux d'intérêt directeurs faibles afin de relancer l'économie. La diminution du coût d'emprunt entraîne une hausse de la souscription de prêts immobiliers. De plus, à cette période, les prix d'immobilier chutent de 20% en moyenne aux États-Unis, ce qui conforte la population à investir. Cet effondrement des prix permet l'accès des Américains à la propriété, même des plus modestes d'entre eux, pour qui on applique des taux plus importants mais qui restent convenables tant que le taux directeur de la Fed reste aussi bas, 1% en 2003. De 2004 à 2006, les séquelles de la bulle Internet et du 11 septembre s'étant estompées, la Fed remonte son taux directeur progressivement jusqu'à atteindre 5,25% en 2006. La plupart des emprunts américains étant à taux variable indexés sur le taux directeur de la Fed voient les taux d'intérêt exploser. Les foyers américains les plus modestes se retrouvent non solvables du fait de la titrisation de ces créances sur le marché. Il s'ensuit une contagion de la crise au système bancaire américain puis mondial. La réaction de la Fed à la crise des subprimes, la baisse des taux d'intérêt. Janvier 2008. Suite à la panique des marchés boursiers et au risque pour la croissance déclenchée par la crise des subprimes, la Fed prend les mesures. En janvier 2008, elle baisse drastiquement ses taux d'intérêt à 2,25% afin de redonner du souffle à l'économie américaine et surtout aux emprunteurs. Décembre 2008, la situation ne s'améliore pas, la Fed décide de descendre son taux à 0%, marge entre 0% et 0,25%. De plus, afin de contrer une récession grandissante, elle rachète les dettes d'organismes fédéraux spécialistes des prêts hypothécaires et une grande quantité d'obligations du département du Trésor des États-Unis. Fin 2009, la Fed aura donc acquis pour environ 3500 milliards de dettes pour contenir la crise des subprimes aux États-Unis. Profit record pour la Fed en 2011. Aujourd'hui, les investissements destinés à aider l'économie américaine rapportent gros à la Fed puisqu'elle enregistre des profits jamais atteints en 99 ans d'existence. En 2010, les bénéfices dus à ces dividendes s'élevaient à 82 milliards de dollars, soit plus du double des années précédant la crise. Les bénéfices engrangés par la Fed viennent directement renflouer les caisses du département du Trésor des États-Unis, organisme ayant pour fonction de répondre aux besoins fiscaux monétaires et monétaires des États-Unis. Le rôle de la Fed. Alors 2 petites secondes s'il vous plaît, je reviens. Le rôle de la Fed. Le rôle principal de la Fed est donc, grâce à sa politique monétaire, de veiller à la stabilité économique du pays, stabilité des prix, de l'emploi, de la croissance. Cependant, elle se doit aussi de réguler l'activité bancaire américaine, la contrôler. Alan Greenspan, qui se considère lui-même comme libertarien, a donc sûrement manqué de lucidité quant à la régulation du marché, croyant trop fortement à l'autorégulation du marché par ses propres mécanismes. C'est la raison pour laquelle la Fed a été obligée de porter secours à l'économie américaine, dont les banques privées,
Ce soutien est constant depuis 2008 et commence juste à s'estomper aujourd'hui avec un retour à la normale de l'économie mondiale. Cette confiance aveugle dans l'autorégulation et la crise mondiale du système bancaire n'est pas sans rappeler les écrits de Maurice Allais, prix Nobel d'économie française et précurseur du scepticisme à propos du néolibéralisme. Nous terminons sur une citation de Joseph Stiglitz à ce sujet. Nous avons donc là le legs de M. Greenspan, le doute croissant porté à l'encontre de l'indépendance des banques centrales. La politique macroéconomique ne peut jamais être totalement libre de toute influence politique. Je vous laisse le lien vers le blog d'Enlil et vers cet article pour ceux que ça intéresse. Alors, voilà, je vous ai mis un lien, 2 petites secondes. Alors, un petit tour du côté du chat écrit avec un live. Non, je ne suis pas désolé, c'est quoi ce live? Je regarde des actions, mais nous sommes limités dans le choix des actions. Dans les formations, il faut cliquer sur play. Je vois un cadre avec marqué live vidéo bourse, ça doit être ça, merci, oui, c'est ça. J'entends quelqu'un qui parle, c'est un journaliste ou le présentateur du live. Oui, c'est moi, c'est le présentateur du live, Fabien Labrousse, donc qui gère le site également. Alors, on va enchaîner avec la lecture d'autres articles sur d'autres blogs. On va aller sur le billet du trader, notamment. Voir s'il y a des analyses ou des articles intéressants. Donc le billet du trader, Nikkei, comment faire ses valises, ça on l'avait déjà lu, donc le reste on avait déjà vu. Et après ça dépend sur les actions précises, ça va pas nous intéresser. Margin Call, je ne sais pas s'il y aura un article, puisqu'il y en avait déjà un hier. Si vous avez un article intéressant, n'hésitez pas à me le partager, sinon j'ai vu quelque chose d'intéressant sur Twitter, donc on ira lire ça. Voilà, il y avait un point déjà sur Margin Call à propos de Bernanke, 18h48, on va continuer jusqu'à 19h07, donc il reste un moment. Donc Summers, nouveau favori au remplacement de Bernanke. Le mandat de Ben Bernanke arrivera à son terme le 31 janvier 2014, un mois après le 100e anniversaire de la Fed, et il a fait comprendre qu'il était fatigué de ce poste. Place donc à du 109, ou pas vraiment très neuf, mais soit. Les spéculations à propos de son successeur commencent à aller bon train alors que l'annonce de sa nomination approche. Et l'on retrouve désormais en tête de liste un certain Larry Summers, très apprécié par Barack Obama. Sa popularité pour le job s'est considérablement accrue depuis lundi pour des raisons que la raison ignore. Peut-être une indiscrétion de la Maison Blanche ou une vilaine rumeur véhiculée par le Washington Post qui profite de l'été pour grossir, voire un effort mené par Summers lui-même, déçu d'avoir manqué une nomination à la World Bank l'année dernière. Les deux noms qui circulent le plus sont donc ceux de Summers, nouveau favori, et de Janet Yellen, actuelle vice-présidente de la Fed, soutien permanent à sa politique expansionniste et ancienne favorite des journaux comme des marchés, bien qu'on évoque également Roger Ferguson, ancien vice-président de la Fed, et Timothy Geithner, et qu'il est encore envisageable de voir émerger d'autres personnalités, bien que cette probabilité diminue rapidement. À quoi s'attendre au cours des prochains mois et s'agirait-il d'un choix judicieux? Summers, un sacré bilan. Alors 2 petites secondes, parce que vu que c'est un article intéressant, je vais le tweeter. Alors, n'hésitez pas à suivre mon Twitter, je vais mettre le lien, tiens, juste après. Summers, nouveau favori au remplacement de... Ok. Donc voilà, j'ai tweeté cet article intéressant qui mérite d'être partagé. Alors, je vous laisse le lien vers ma page Twitter. Hein. J'y suis pas mal en ce moment, c'est vrai que c'est un excellent outil. Ok. Donc je vous laisse le lien pour ceux que ça intéresse. Ok, Larry Summers ne vous est sans doute pas étranger. Il a déjà été secrétaire au Trésor de 1999 à 2001 sous la présidence de Bill Clinton et a notamment orchestré
la dérégulation financière, ce pourquoi il a tenu le rôle du méchant universitaire preneur de décision dans le documentaire engagé Inside Job, documentaire à charge dans lequel Summers a refusé de s'exprimer comme la plupart des responsables incriminés. Il s'est néanmoins défendu dans une interview ultérieure d'être en partie responsable de quoi que ce soit et a estimé qu'Inside Job simplifiait trop les choses. Il a notamment affirmé que le marché des CDS était pratiquement inexistant dans les années 90 et qu'il s'est développé de 2001 à 2008 alors qu'il existait bel et bien, bien qu'il faille concéder que son importance était moindre, mais certains avaient déjà émis des avertissements quant au risque de ces produits. Ces dates concordent précisément avec son départ du poste de secrétaire au Trésor et de son retour en grâce en tant que conseiller de Barack Obama. Pratique, n'est-ce pas? On pourra également citer son passage à la tête d'Harvard et les positions sur dérivés prises par l'institution durant sa présidence qui se sont soldées par une perte totale de près de 2 milliards de dollars, à comparer avec une position de l'ordre de 3,5 milliards. De même que le rejet public de l'avertissement à la crise économique. R. Rajan en 2005 lors du symposium annuel de Jackson Hole. Dans un tout autre registre, il a par ailleurs eu quelques mots fâcheux à l'égard des capacités intellectuelles des femmes dans les domaines scientifiques et rédigé un mémo défendant l'idée selon laquelle les pays développés seraient tout à fait en droit de déposer des déchets toxiques dans les pays pauvres, ce qui complète un tableau déjà bien sombre. Et pourtant, ses chances de nomination sont bien réelles. Malgré sa mauvaise gestion d'Harvard, malgré sa réputation d'homme autoritaire, malgré son aveuglement face à la crise et l'absence totale de remise en question, comme quoi il fait bon être dans les petits papiers de l'homme le plus puissant de la planète. Apprécié par Obama et Wall Street. Comme Yellen, Summers est considéré comme un individu qui prendrait bien en compte l'intégralité des mandats de la Fed, à commencer par la réduction du chômage, ce qui les place à un niveau d'égalité. Yellen a pour elle l'expérience de la Fed, mais Summers a aussi exercé des responsabilités importantes. Il pourrait rendre l'avantage grâce à ses liens forts avec Obama et parce que tout le monde le connaît dans les hautes sphères, à contrario de Yellen qui a davantage un profil d'universitaire discrète et qui est relativement méconnu. Sa mauvaise réputation serait par ailleurs exagérée selon la Maison Blanche. On pourrait également s'attendre à une langue un peu plus fleurie, moins terne que celui de Bernanke, à moins qu'il ne suive à la lettre la formation en communication au langage hermétique de la Fed qui permet à chaque FOMC de décortiquer les communiqués afin de récupérer le mot ou la tournure de phrase qui pourrait tout changer. C'est aussi un homme capable de prendre des décisions, un tough guy, ce qui serait une qualité indéniable, à condition de ne pas penser qu'au court terme, mais après lui, le déluge, comme pour Greenspan. En tant que chef de la Fed, afin de décider quand changer de politique et surtout pour mettre en place la sortie de l'assouplissement quantitatif, tandis que Yellen est vu comme plus consensuel. Peut-être lui faudrait-il un clair soutien des autres membres du FOMC avant d'oser prendre une décision difficile, là où Summers pourrait foncer tout droit. Summers ne serait certainement pas un soutien à une plus grande régulation de Wall Street, lui qui considère que Bear Stearns et Lehman auraient survécu si elles avaient été plus grosses. L'idée même d'un choc encore plus important ne semble pas lui effleurer l'esprit. Quid de Citigroup, d'AIG, whatever. L'annonce du remplacement de Bernanke ne devrait plus tarder. L'annonce du choix de Barack Obama ne sera donc en tout cas pas effective immédiatement, car la nomination d'un nouveau président de la Fed implique le passage devant une commission et un vote du Sénat, ce qui peut prendre un certain temps, surtout avec des candidats comme Summers. Zero Hedge a synthétisé sous forme de chart les différentes phases des précédentes nominations de Fed Chairman. Il en résulte que l'annonce du nouveau gouverneur peut avoir lieu après de 5 mois avant la fin du mandat du gouverneur en poste, soit à partir de la rentrée. A noter que Bernanke tiendra une conférence de presse après la très attendue réunion du FOMC de septembre, le 18 de ce même mois,
et il est vrai, comme l'indique Zero Age, qu'il serait judicieux de ne pas faire coïncider la nomination du remplaçant de Bernanke à ce même moment. Mais Obama est somme toute très libre. Voilà, donc là il y avait le graphique de Zero Age qui est affiché. La messe n'est cependant pas encore dite et l'on a souvent vu par le passé les favoris se retrouver sans nomination. Summers bénéficie d'un vent en poupe en sa faveur depuis quelques jours. Yellen a longtemps tenu le rôle de seul candidat possible. Geithner ne semble pas particulièrement intéressé, mais pourrait revenir dans la course. Ferguson semble loin derrière, mais pourrait bénéficier du fait qu'il est afro-américain, comme Yellen pourrait profiter du fait qu'elle est une femme avec une administration qui souhaite faire des efforts à l'encontre des discriminations, mais ces considérations ne peuvent être prépondérantes pour ce genre de job, à moins d'être complètement aveugle et de se borner à donner une belle image au public. Je me permets de poser une question. Combien de chances faut-il donner à un individu qui a déjà échoué en position de leadership? À vos bookmakers, il s'agit quand même d'un sujet bien plus important que ce Royal Baby qui truste le paysage médiatique depuis déjà bien trop longtemps à mon goût. Voilà donc cet article, toujours très intéressant, publié sur margincall.fr. Je vous laisse le lien pour ceux que ça intéresse. Alors, nos positions. Voilà, on est positif sur la UDCAD, très peu, 15 centimes. Le reste, ça bouge plus des masses. On n'est plus dans les heures les plus volatiles de la journée non plus. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je ferai un point mensuel. Je sais pas si je le ferai ce week-end. Après, je vais partir peut-être une semaine, donc je sais pas, on verra. Donc voilà, pas grand chose à signaler. Plus gros mouvement, et ce qui devait être fait a été fait en partie ce jour. On est toujours assez haut sur le dollar yen. Alors un petit mot, puisqu'il n'est pas trop tard, alors déjà je fais le point sur ce qu'il dit sur le chat écrit. Dollar TRI, vous voyez maintenant pourquoi j'attendais une descente sous 1.9 avant de passer à l'acte sous résistance à l'instant. Donc ça c'est effectivement un post de Adrien Raymond, merci Phil. Je vais le retweeter également. Salut Mips, ça va sur Mumble? Oui, ça va. Salut Mips. Attends 2 secondes, je suis en train d'écrire un tweet là. Ouais, alors bonne journée de trading pour vous. Allô, est-ce qu'on m'entend sur Mumble? Oui. Ouais, est-ce que ça a été une bonne journée pour vous de trading? Oui, je sais pas, je viens d'arriver, donc je regarde. D'accord, donc pas de trade pris pour le moment. Il y a des positions ouvertes, mais rien de plus. D'accord, ok. Et les positions que tu as en cours, c'est quoi? C'est de l'USD, de l'Euro GBP, du classique quoi. D'accord, c'est plutôt positif ou négatif? Plutôt négatif, hein. C'est pas beaucoup de points négatifs, mais bon, ça, je pense que ça va remonter. D'accord, ok. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui avait parlé tout à l'heure sur Mumble, je sais pas c'était qui. C'était 2005, 2005 qui me disait bonjour. Hein. Ouais, Vincent. Vincent, t'es là? Ok. Presque. Tu veux participer par audio ou tu préfères rester par écrit? Oui, je suis là. Ok. Comment s'est passée ta journée de trading pour toi? Attends, j'ai un décalage, faut que je coupe le son parce que... Ouais, je suis désolé, j'ai un petit décalage entre ton live et le Mumble. Bah oui, petite journée, mais je viens d'arriver aussi, donc... Bref, on se remet sur les rails, quoi, voilà.
D'accord, ok. Et toi, t'as des positions ouvertes, Vincent? Oui, j'ai eu des positions aujourd'hui, oui. D'accord, donc t'as tradé quoi? 2 l'euro apparemment. D'accord, ça s'est bien passé pour toi? C'était quoi, des positions intraday ou c'était des swings que t'as fermés? Oui, c'était un petit test, mais j'ai pas l'historique sous les yeux là, donc je peux pas trop te dire. Ok. C'était à l'achat apparemment. Mais D'accord. rien d'exceptionnel. Alors, donc ça c'était ok. Alors sur le chat écrit toujours. Nico qui disait lundi, j'ai lu un article sur la Chine. On va aller regarder ça. Merci Nico pour le partage. La Chine part à la conquête. Il nous reste encore 5 minutes. Je voulais vous montrer quelques petits trucs, ça va être juste comme toujours. La Chine part à la conquête des Chinois. Pendant 30 ans, sa stratégie a été de partir à l'assaut des marchés extérieurs. Après avoir mis au chômage près de 50 millions de personnes dans le monde et pesé sur le pouvoir d'achat, Pékin ne peut plus compter sur nous pour développer sa croissance. La tendance au ralentissement de l'économie chinoise est indéniable. Au cours des 5 années 2003-2007, la croissance moyenne du PIB s'est établie à 11,7% au cours des 5 années suivantes, 2008-2012. Elle est tombée à 9,3%, avec en 2012 7,8%, le chiffre le plus faible enregistré depuis 1999. Et ce n'est pas la fin. Au deuxième trimestre de cette année, la croissance ne s'établit qu'à 7,5% en rythme annuel, et comme le Premier ministre l'a rappelé le 16 juillet, c'est ce taux de 7,5% qui a été choisi comme objectif officiel pour l'ensemble de 2013. Dans les pays asiatiques qui travaillent beaucoup avec la Chine, l'inquiétude est vive. Cet objectif sera-t-il atteint? A priori, on peut penser que ces craintes sont excessives. Quand le gouvernement chinois annonce un objectif, il l'atteint toujours. Après, on peut toujours s'étonner, constater que, par exemple, les statistiques de production d'électricité ne sont pas en ligne avec les chiffres annoncés par la production industrielle. Mais si Li Keqiang, nouveau Premier ministre et premier docteur en économie, est arrivé à ce niveau de responsabilité, s'engage sur cet objectif, on peut le tenir pour acquis. Voilà, donc après il y a l'article qui continue. Merci pour le partage Nico, vous pouvez retrouver ça sur le chat écrit. Alors, moi je termine voilà, pour vous dire que j'ai lancé un test d'un expert qui avait été réalisé par quelqu'un, je sais plus c'était qui, quelqu'un du forum qui me parlait sur Skype, mais je me rappelle plus. Du coup je ne l'ai pas cité. Mais quoi qu'il en soit, si vous vous rendez sur le forum, alors je vous montrer ça sur videowars.fr. Merde, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Ok, si on regarde sur videowars.fr. Donc dans le menu de droite, voilà, EA qui trade les impulsions. Donc il y a l'explication de la stratégie qui est mise en place et vous avez donc l'EA qui est à télécharger. Alors par contre, 6 juin, vous pouvez trouver l'Expert Advisor, n'hésitez pas à me faire, voilà. Expert Advisor qui a été réalisé par un membre du forum avec qui je parlais, avec qui j'échangeais sur Skype. Malheureusement, je ne me rappelle plus de son voilà, donc on va présenter rapidement, puis de toute façon ce sera la dernière chose qui sera faite. Ok, donc voici un projet d'Expert Advisor pour MetaTrader 4 qui vise à prendre position sur des impulsions
quand une bougie atteint X pips dans l'unité de temps X, en sortant en une fois à X pips en gain, et en sortant à 3 fois à un intervalle de X pips si ça se passe mal. Les horaires de trading sont 8h, 10h et 13h, 16h. Voici les explications concrètes. Donc là, on a un graphique, c'était le dollar yen en 1 minute, vous voyez. Donc on a, bon, pas de prise de position quand on a des bougies normales. Quand on a des bougies excessives, on a un trade qui se déclenche. Vous voyez ici, premier achat. Un TP serré où on sort en une fois. Et si ça se passe mal, les stop loss en plusieurs fois. Donc là, tac, on accélère, tout de suite on prend le TP. Tac, quand ça baisse, on a une bougie excessive. Tac, prise de position à la vente, TP. Et si ça se passe mal, on sort en plusieurs fois. Je vais peut-être rajouter un filtre de tendance à terme, mais pour le moment, c'est ça qui se passe. Donc là, je viens de lancer le test, donc je ne crois pas qu'il y ait encore eu de position qui ait été prise. Vous pouvez suivre les résultats sans problème et à tout moment. Voilà. Ok, donc, pardon, je vais vous mettre le lien. Je vous rappelle également, toujours par rapport à Vidéo Bourse, que vous pouvez répondre au sondage du mois. Plus on a de réponses, mieux c'est, ça vous prend quelques secondes, c'est gratuit. Qui concerne les arnaques. Alors déjà, je vous mets le lien par rapport à cet expert advisor. Voilà, c'est quand même du travail, hein, donc n'hésitez pas à regarder, à essayer d'améliorer si vous avez des connaissances en programmation. J'ai réfléchi à la stratégie, je pense que c'est pas pour rien, donc ça peut être intéressant. Voilà, en tout cas, vous pouvez regarder, c'est gratuit et c'est un beau travail. Merci à la personne du forum qui m'avait aidé. Alors, le sondage du mois dans le menu de gauche, en dessous des brokers, c'est: avez-vous déjà été victime d'une arnaque ou d'un litige important lié au trading? Mais oui ou non? Actuellement, il y a 75 réponses. Oui, je t'écoute. T'as pas des risques de slippage avec cette technique-là? Si, comme avec toutes les approches, je pense. Après, c'est vrai que si tu traites des heures qui sont pas volatiles, t'as moins de risques de slippage, mais je veux dire, oui, t'as des risques de slippage quand tu trades dans des moments volatiles. Mais bon, voilà. Pour toi, c'est un gros problème? Non, parce que je croyais que c'était que sur des bougies qui étaient que des grosses bougies en fait, donc. C'est ça, ouais. C'est que sur des bougies qui atteignent un tel niveau. Donc par exemple, si t'es en 1 minute, dès qu'une bougie atteint 10 points, par exemple, de variation, il y a une position qui va se déclencher dans le sens de la bougie. D'accord, mais c'est pas forcément que des bougies qui seraient liées à des news ou des trucs dans ce genre-là, alors? Pas forcément, pour l'instant en tout cas. Après, on pourra éventuellement spécifier ça. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a travaillé d'ailleurs sur un expert qui trade uniquement pendant les news, là. Ça a l'air intéressant. Sur le forum aussi, il est disponible. Mais non, là en l'occurrence, moi la logique c'est de cerner des heures volatiles. Pour ça, il y a 9h, pardon, 8h, 10h et 13h, 16h. Donc, qui sont théoriquement les heures les plus volatiles de la journée. Et de prendre les impulsions fortes à l'intérieur de ces tranches horaires. D'accord. Alors après, c'est vrai que quand tu traites des impulsions de ce type, tu es exposé au slippage. Bon, alors après, déjà l'idée c'est d'avoir un bon broker pour pas avoir trop de slippage, ou en tout cas un slippage normal, pas un slippage abusif. Et autrement, bien sûr, oui, toute stratégie qui vise à entrer en période de forte volatilité, bien sûr on s'expose à une exécution qui est moins facile que quand il y a peu de volatilité. Toi, t'as déjà eu des soucis justement par rapport au slippage, c'est pour ça que t'en parles? Non, mais c'est surtout par rapport à ce que ça n'attaque pas trop le backtest, quoi. Est-ce que t'as pas trop de pertes dues à ton slippage? Là, je fais pas un backtest, je fais un test en direct, mais on verra. De toute façon, c'est un compte démo, donc je suis là pour tester. On verra bien ce que ça donne. D'accord, bah c'est à observer alors. Voilà. Alors, donc le résultat du sondage, 75 personnes, on a 77% qui répondent qu'ils n'ont jamais été exposés à un fort litige ou à une arnaque liée à un broker, et 23% que oui. Donc on voit qu'il y a quand même une majorité qui n'a pas de problème avec leur courtier. 19h10, j'ai terminé mon émission. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Demain, rendez-vous important, 18h à 19h, on reçoit Vincent Gann, analyste pour le broker, plus gros broker Forex au monde, FXCM, également pour le site d'analyse qui est lié à FXCM DailyFX. C'est un ancien de chez BNP Paribas, donc une interview intéressante. Il nous parlera de sa manière de travailler, de sa manière d'analyser les marchés. Il analysera en direct plusieurs produits de son choix et vous pourrez lui poser des questions. Bonne soirée à tous, bon trade, je vous retrouve demain à 18h pour ce rendez-vous. Alors sur ce, je vais vous laisser. Ok. Salut Fab. Effectivement, t'as partagé le lien pour créer les expert advisors facilement. Il est bien fait, hein, ce programme-là. Ouais, je viens de le découvrir, je trouve que c'est plutôt bien fait, ouais. Mais chez Fixpro, ils en utilisent un autre. Hein.
Ouais. Ok, ok. J'ai vu que c'était pas mal mis aux Expert Advisor, effectivement, chez FX Pro, là, ces derniers temps, ils ont essayé de pas mal dynamiser ça. Ouais. Ben en fait, on retrouve la référence de l'outil qui fonctionne. Par exemple, sur le lien que je vais donner là, que je récupère, hop, sur un expertiseur qui fait les pivots là. Ah oui, qui fait les pivots. Ouais, il utilise des pivots, une moyenne mobile exponentielle. Avec et il regarde sur un certain nombre de périodes en arrière. Sur une time frame d'1 heure. Ah bah moi c'est celui qui a le plus de succès chez eux. Hein. À voir. Hein. Faut vraiment le. Je pense que faut le tuner vraiment correctement depuis le début, quoi, parce que d'origine c'est pas terrible. En tout cas, merci pour les liens. Et t'as eu l'occasion de le tester, toi? Ben, j'ai fait quelques tests, quelques backtests. Si on remonte bien, si on augmente la période d'intérêt, enfin, la consultation d'antériorité au lieu de 10, par exemple, si on le met à 60, là, ça devient, on élimine tous les faux signaux disparaissent et ça devient intéressant. Et Vincent il est en train de l'essayer aussi. D'accord. Et ça, tu m'as dit, c'est quand tu testes sur une longue période, c'est ça? Non, 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 c'est que l'expert advisor, il se limite à 10 périodes en arrière, d'origine. Moi, je l'ai augmenté à 60, ce qui fait que ça remonte assez loin. Ça fait du 2 jours et demi, quoi, arrière. Ça évite les faux signaux. D'accord, ok. Et alors, quel type de rendement tu obtiens? Est-ce que tu as des backtests à partager? Non, j'ai pas encore partagé, parce que pour le moment, je fais des essais, je regarde si Vincent arrive à la même conclusion que moi, mais il part toujours dans les bonnes directions, il se trompe une fois, et après, hop, il retrouve la bonne direction. Donc, c'est quand même pas mal pour un expert advisor, parce que d'habitude, ils sont un peu foufou, ils font dans n'importe quel sens. Hein. Ok, bah écoute, merci en tout cas, et moi je vais aller jeter un coup d'œil si je peux partager quelque chose, je le ferai. Il s'appelle PivTech. Il y a PivTech version 8 et puis la version 9 aussi. Mais il est dispo chez le confrère For Hexagon aussi. D'accord, oui. Voilà. Ok, très bien, merci, je vais jeter un œil. Allez, à bientôt. Allez, à bientôt. Bonne soirée Fab. Bye.